Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, bienvenue dans cet épisode de Booster d'efficacité. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un entrepreneur super inspirant. Cette semaine, la semaine dernière, tu le sais, on a eu une entrepreneur super inspirante qui était Aline Bartoli de The Bee Boost. Si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'encourage, quand tu auras fini celui-ci, à faire un pas en arrière et aller l'écouter. Mais en tout cas, cette semaine, j'accueille un entrepreneur québécois, Marco Bernard. Marco Bernard, c'est un entrepreneur que j'ai connu il y a 2-3 ans quand je cherchais à voir comment développer mon début d'entreprise. Et j'étais un grand fan de podcasts. J'utilisais les podcasts sur la route pour écouter un paquet de trucs sur la productivité, le management. Et je me suis dit, tiens, le podcast, c'est sympa. Et si je faisais moi-même un podcast? Et donc, du coup, j'ai cherché un podcast sur les podcasts. Et c'est comme ça que je suis tombé sur l'Académie du podcast et sur l'accélérateur, 2 podcasts animés par Marco Bernard. Et ça m'a poussé à y aller et à lancer, donc, du coup, mon podcast moi-même. Alors, à côté de ça, derrière, j'ai embrayé avec un challenge de 5 jours dans lequel Marco nous pousse dans nos retranchements, entre guillemets, pour nous faire passer à l'action et créer notre podcast. Et puis après, j'ai été un de ses clients dans l'Académie du podcast, et en particulier dans le Club Momentum, un groupe d'accompagnement et dans lequel on apprend à aller beaucoup plus loin avec son podcast. Et donc, ça a été une super expérience pour moi. Et puis, il me tardait, du coup, que l'élève interviewe le maître. Je ne l'ai pas encore dépassé. Marco est loin devant moi en nombre d'épisodes, parce qu'il a plus de 500, même largement plus que 500 épisodes en stock et déployés. Je crois même qu'il doit être arrivé à 1000 entre ces 3-4 podcasts. Donc en tout cas, aujourd'hui, je vais te présenter dans quelques instants Marco Bernard, multi-entrepreneur, entrepreneur en série québécois, qui depuis la création d'un bar jusqu'à entraîneur d'équipe de hockey, jusqu'à entrepreneur en ligne, et visiblement un businessman accompli. Je te laisse découvrir cet épisode tout de suite. Hello, bonjour à toutes. Je suis aujourd'hui avec Marco Bernard. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci Fabien. Et toi? Écoute, moi ça va super bien, parce que déjà je suis super ravi dans cette saison 3 de mon podcast d'interviewer des personnalités, des entrepreneurs inspirants dont tu fais partie. Et donc du coup, je suis extrêmement honoré que tu sois présent parmi nous aujourd'hui. Donc encore un grand merci de ta présence aujourd'hui, Marco. Marco, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de ton parcours, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses super inspirantes à aller creuser. On parlera de tes différentes casquettes que tu as pu avoir et que tu as encore aujourd'hui, en particulier dans le business. Ensuite, on parlera des 3 piliers de l'efficacité, puis je te présenterai un petit peu ça tout à l'heure, puis après on passera à tes news business. Donc voilà le plan de match pour cet épisode d'aujourd'hui. Est-ce que ça te convient, Marco? Ça me convient parfaitement. Je te suis, tu es le maître du jeu. Yes. Alors, pour bien démarrer, Marco, parce que pour les auditeurs qui aiment le podcast, peut-être qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, mais pour ceux qui sont arrivés par la porte de la productivité, de l'efficacité, qui sont plutôt arrivés par ma porte, comment est-ce qu'ils vont un peu vers toi? Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour dire qui tu es aujourd'hui, Marco, avant qu'on aille creuser dans le passé? Bien sûr, bien sûr. Alors, Marco Bernard, papa de 4 magnifiques jeunes filles de 7 jusqu'à 20 ans. Alors, marié également, à la tête de 3 entreprises maintenant, une toute nouvelle, toute chaude, donc tu auras la priorité là-dessus. Ça s'est réalisé il y a quelques semaines à peine. Et oui, donc c'est ça, entrepreneur en série depuis l'âge de 17 ans. Et puis, aujourd'hui, je roule ma bosse à travers l'Académie du podcast, évidemment. Et c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Et Production Extrême, qui est une entreprise familiale.
Et puis aussi, ben, la nouvelle entreprise dans laquelle je suis impliqué qui s'appelle Vision. C'est une entreprise de vêtements, donc D'accord. streetwear et tout ça. Donc ouais, ben heureux de ça. Ah, c'était donc ça le sweatshirt hier dans ta story Instagram? Exactement, Ah, exactement. ça a vu l'œil. Alors du coup, alors avant d'être du coup patron de Vision et de l'Académie du podcast et de Production Extrême, moi je suis donc pour te suivre depuis quelques temps et pour avoir été chercher, moi j'ai vu des trucs un peu plus éclectiques aussi. J'ai vu patron de bar, équipe de hockey, etc., etc. Ouais, Du coup, je me suis dit mais comment Marco, alors on va dire à la sortie, on dit quoi, du secondaire chez vous, du cégep, ouais, je sais plus. secondaire, Enfin, ouais, l'équivalent du lycée chez vous, là, ouais. voilà. Qu'est-ce qu'il fait Marco du coup à ce moment-là? Comment il va vers toutes ces typologies d'entreprises ou d'activités? Écoute, à ce moment-là, à l'âge de 16-17 ans, mon père nous avait invités, mon frère et moi, à communiquer avec lui si jamais on avait des idées pour lancer des entreprises. Parce que Yes. lui était un entrepreneur dans l'âme également. Il a toujours été, par contre, avec la même entreprise, excepté deux. Donc, deux entreprises qui se sont manifestées plus sur le tard de sa carrière, mais sinon, il a toujours été impliqué dans la même entreprise. Et à l'âge de 17 ans, à un moment donné, j'avais manifesté à mon père la possibilité justement de lancer un bar, mais pour Ouais. adolescents. Donc, D'accord. ouais, parce que moi, dans ma jeunesse, j'avais vécu ça. J'avais vécu la possibilité d'aller danser, d'aller rencontrer les jeunes filles et tout ça là, à l'âge à Ouais, bah l'adolescence. oui, là Là, c'est l'âge où ça travaille le plus, quoi. exactement, exactement. Et ça, c'était, dans le fond, chez nous, ça s'appelle, je sais pas si ça fonctionne en France, mais chez nous, ça s'appelle un 14-18. Donc, un bar 14-18, c'est un D'accord. bar, ça le dit, pour les 14 à 18 ans. Alors Donc, ça chez n'existe nous, mais à alors. partir de l'âge de 18 ans, on peut aller dans les débits de boissons, donc les endroits où OK. on peut avoir de l'alcool. Et avant ça, ben, il y avait ces entités-là qui existaient, mais qui n'existent plus maintenant. Et D'accord. à l'époque que j'étais à l'adolescence, il y avait un bar 14-18 dans la ville où j'habitais, qui était à Grenby. Il y en avait dans presque toutes les villes à Mmh. travers la province de Québec. Et le bar avait fermé vers la fin de mes années, la fin de mon année 16 ans. Et puis OK. là, ben, à ce moment-là, j'avais manifesté à mon père. Je dis, je pense qu'il peut avoir une Ouais, opportunité peut-être il y a un là. Ça fait déjà créneau là, quelques temps. mmh. Ouais, exactement. Et puis, donc, on a étudié le tout rapidement. Puis, on s'est dit, OK, parfait, on y va, on lance. On a lancé quelque chose. Faut savoir que le bar, à l'époque où moi, je fréquentais les bars, on va Mmh. dire ça comme ça, ce bar-là en particulier, c'était un bar dans un sous-sol. C'était miteux, là, c'était vraiment Ouais, c'est le atroce. Et l'endroit, le local que nous, on avait choisi pour faire ça, c'était 8000 pieds carrés. C'était un ancien magasin à ouais, rayons qu'on avait vraiment transformé de A à Z ouais. avec des plafonds de 20 pieds. Donc, c'était vraiment Mmh. tout autre chose là, de ce que moi, j'avais vécu. Et c'était même probablement le plus bel établissement pour aller danser en ville, y compris les bars pour adultes. On était vraiment D'accord. innovateurs Ouais. dans notre truc. Donc, j'ai lancé ma première entreprise officielle avec ça. Et parallèlement à ça, ben, je continuais aussi de pratiquer le Mmh. sport du hockey sur glace, que j'ai arrêté de pratiquer à l'âge de 18 ans parce que faut savoir qu'au Québec, il y a comme une transition qui se passe entre le hockey Mmh. mineur qui se termine à l'âge de 18 ans et le hockey junior par la suite qui D'accord. passe en fait, qui commence à 16 ans, mais qui s'échelonne jusqu'à 20 ans. Puis c'est comme un autre monde, là. Ouais, On est dans il le y a semi-professionnel, on est ouais, ailleurs, là. il y a un level Donc, complètement différent entre les 2 côtés peut-être? exactement, c'est Ouais. ça. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de faire le saut du côté plutôt d'être entraîneur. Alors, j'ai Ouais. commencé à entraîner des équipes au hockey mineur. J'ai fait tous les calibres qu'il pouvait y avoir. Et ultimement, ben, il y a eu quelqu'un qui m'a approché un peu plus tard, début vingtaine, il y a quelqu'un qui m'a approché pour aller entraîner dans une équipe semi-pro. J'ai été Mmh. recruteur également pour des équipes semi-pro. Et il y a quelqu'un qui m'a approché aussi pour déménager une équipe de hockey junior dans la ville où j'habitais. Donc ça, c'était ma deuxième vraie entreprise parce qu'il y en a eu Ouais. plein d'autres petites à travers tout ça. D'accord. Mais Alors c'était du ma coup deuxième. Ouais, cette entreprise au moment du hockey, elle est par rapport au bar, elle est en même temps? C'est quelque chose que tu continues de faire, en parallèle ou c'est vraiment un c'est passage de l'une à l'autre, hein?
En fait, c'était après. Donc, OK. le bar, ça s'est terminé au début des années 2000. Le hockey est arrivé en 2005. OK. Et puis, ça a duré 15 ans. Mmh. Mais à travers ça, il y avait plein de petites entreprises. J'ai touché à la photographie, j'ai touché à l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui notre entreprise Production Extrême, qui était D'accord. une entreprise de vêtements, articles promotionnels, Mmh. création de trucs pour entreprises, Ouais, etc. Donc, je crois que j'ai un genre de retrouvé courtier en impression et tout ça. Là, donc, j'ai touché à tout ça. je crois que j'ai retrouvé une vidéo YouTube il y a pas si longtemps que ça où tu dois en parler de cette première entreprise. C'est très possible. Ouais, Il y a ouais, des ouais, ouais. traces qui restent depuis plusieurs années sur YouTube, Ouais, effectivement. c'est clair. Ouais. OK, donc ça, du coup, c'est donc la partie OK. Donc du coup, bon, on va dire c'est du job, enfin, pas classique parce que ça prend quand même du temps parce qu'après il y a des choses le soir, le week-end, donc il y a quand même un rythme de vie qui est quand même important, qui demande pas mal d'énergie. Bon, t'as la vingtaine, t'es dans la fleur de l'âge là, donc il y a pas de problème là, à ce moment-là. Exactement. Et Yes. pas d'enfant. En Donc, plus, c'est ouais, ça. donc Donc, là, tout ça. là c'est all in sur les heures de travail, quoi. Exactement. Je Mm. me posais pas la question. Et ben, ma première fille est arrivée dans ces années-là. Mm. Mes deux premières filles, en fait, même sont arrivées dans ces années-là. Et là, ben ça s'est un peu compliqué là parce qu'évidemment, il y avait, Mm. comme tu dis, des horaires d'entraînement Mm. en début de soirée sur l'heure du souper. C'était complexe pour avec les enfants. Ensuite, il y avait les week-ends où il y avait du recrutement à aller faire. Il y avait la gestion du personnel Ouais. de l'équipe aussi à faire, etc. Donc, et à travers tout ça, j'étais directeur général, mais j'étais aussi Mm. président à un certain moment. Donc, il y avait tout le côté administratif Ouais. qui Les embarquait aussi. relations avec les autorités, les collectivités. Exactement. Donc, Là, ça s'est l'agenda, il est bien compliqué pas mal. rempli, là. Ouais. Mm. Très, très rempli à ce moment-là parce qu'il y avait toujours l'entreprise familiale qui était là aussi à ce moment-là. Mm. Et ouais, donc ça c'est vraiment compliqué. Et spécialement quand l'Académie du podcast est arrivée par la suite. Là, ça, vraiment, ça c'est venu Tout, complexifier le tout tout chamboulé, au complexifié à ce maximum. moment-là. Ouais. Ouais, Ouais, parce que justement, exactement. j'allais dire, donc du coup, ce business Academy du podcast, il arrive au moment où tu es encore dans les deux autres activités, en fait. Ouais, exactement. Ben, en fait, l'entreprise familiale, c'est une entreprise qui est là depuis ma tendre enfance. Mm. Moi, j'ai commencé à travailler dans cette entreprise-là à l'âge de 12 ans. Donc, c'est Ouais. là depuis ma tendre enfance. L'équipe de hockey 2005-2020 et l'Académie du podcast, elle, est arrivée en 2018. Donc, pendant ces 2 années-là, 2018 et 2019 et une petite partie de 2020, là, parce qu'on a je me suis départi de l'équipe de hockey au tout début de la pandémie. Mm. Donc, ça a été des années assez rock'n'roll là, au niveau de l'horaire, au niveau de Ouais. gestion de temps, au niveau Mm. de établissement des priorités, toutes ces choses-là. Ça a été vraiment rock'n'roll. On était dans un moment... À ce moment-là, j'étais plus directeur général de l'équipe, donc déjà ça m'avait enlevé une épine du pied. Ouais. Mais il restait quand même tout le côté administratif à gérer. Il restait la gestion du personnel de ce côté-là. Même chose du côté de l'entreprise familiale. Et puis, il Ouais. y avait Puis ce l'Académie du début de podcast qui était business en... qui commence à arriver, dans lequel tu trouves ton compte en plus. Je sais pas comment t'es arrivé au podcast en fait finalement. Ben, le podcast, comment c'est arrivé? C'est il y a eu un de mes amis dans une retrouvaille justement de hockey sur glace. Des anciens potes de hockey de notre dernière année en tant que joueur. Ouais. On s'était dit comme 15 ans plus tard, on va se faire une soirée retrouvaille. Puis j'avais organisé ça. Puis justement, c'était dans un pub. On allait Mm. là, on a retrouvé le trois quarts de l'équipe à peu près qu'on s'est retrouvé au pub. On a pris une bière, on a soupé ensemble. Puis après, tout le monde est venu à l'aréna voir le match de Ouais. hockey de l'équipe Ouais. junior que je possédais à ce moment-là. Et puis, il y a un de mes amis à ce moment-là s'est retrouvé directement assis en face de moi. Dominique Sicotte, que tu Ouais, c'est connais ce que j'allais là, dire. en l'occurrence. J'allais dire, vu ce que tu me dis, est-ce que c'est Dominique? Ouais, donc là, Ouais, c'est lui. Ouais. exactement. Et puis, ben, Dominique, non seulement on avait joué au hockey ensemble pendant une bonne partie de notre jeunesse, mais en Mm. plus de ça, on avait été à l'école secondaire ensemble. Donc, Ouais. on s'est vraiment côtoyé beaucoup en étant jeune. Puis, à un certain moment, quand on a quitté le secondaire, moi, j'ai pris la branche de l'entrepreneuriat et du cégep dans la ville où Mm. j'habitais. Et lui a déménagé dans les provinces maritimes pour aller à D'accord. l'université là-bas.
Donc, on s'est complètement perdu de vue jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette soirée-là. Puis lui, à ce moment-là, il animait déjà un podcast. Fait que, il s'est retrouvé assis devant moi à la table. On a commencé à discuter ensemble. C'est lui qui m'a dit qu'il animait un podcast. Puis c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec ce fabuleux monde. Ouais. Ça, c'était en 2013. Et puis par la suite, évidemment, j'ai voulu lancer mon propre podcast. 2014, j'ai voulu lancer mon propre podcast. Ça s'est soldé par un échec. Finalement, j'ai réactivé ce podcast-là un peu plus tard, mais ça a pris un certain temps avant que ça se fasse. Puis 2017, là, ça a été vraiment ma vraie entrée dans le monde du podcast avec l'accélérateur qui est à 350 épisodes aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc, c'était la vraie entrée s'est passée de ce côté-là. Ouais. Et du coup, on va dire de cette découverte du podcast en tant qu'animateur, finalement, t'en fais quelque chose qui devient une passion et puis finalement un business derrière, quoi. C'est un peu ça qui est arrivé, c'est que dans le fond, je me suis retrouvé à un peu victime de mon succès dans le sens où quand j'ai commencé à animer l'accélérateur, je me suis retrouvé avec la possibilité de toucher et d'être mis en contact avec des gens que autrement j'aurais jamais pu penser être en contact avec. Et je dis ça, là, et des gens comme Martin Latulippe, à ce moment-là, on se connaissait d'une autre vie, Martin et moi, mais c'était juste impensable pour moi d'avoir quelqu'un comme ça sur mon podcast. Je l'ai eu à l'épisode 27 ou 29, je pense. Donc, au tout début du podcast, j'ai eu déjà des gros noms comme ça, et j'en ai eu plusieurs, autant du côté des Européens que du côté du Canada. Fait que je me suis rendu compte que c'était très, très, très facile d'aller chercher des invités de marque qui autrement j'aurais jamais pu avoir. Et ce que j'ai su faire à ce moment-là, c'est de garder vraiment une belle relation avec ces gens-là au fil du temps. Et ça, ce que ça a fait en bout de ligne, c'est que lorsqu'il est arrivé, j'ai lancé au mois de mai 2017, lorsqu'il est arrivé la fin de l'automne en 2017, je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer de ce côté-là en disant, hey, pourquoi je demanderais pas à ces gens-là qui sont venus sur mon podcast, avec qui j'ai déjà une relation, que j'ai développé une belle relation et avec qui j'ai partagé un bon moment, pourquoi je leur demanderais pas de partager sur un sommet virtuel? Ça commençait à être à la mode à ce moment-là, les sommets virtuels. Et puis, j'ai organisé un sommet justement au début de l'année 2018. Et puis, j'avais à ce moment-là, je pense qu'il y avait quelque chose comme 21 intervenants, des gens vraiment de marque également, sur le sujet du marketing. Et puis, j'avais reçu les gens à ce moment-là. Puis, la promo s'est faite à travers mon podcast. Puis, à ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui m'a contacté pendant le sommet pour me dire j'ai vu la plateforme que tu as utilisée pour faire ton sommet. Moi, je veux exactement la même chose, mais pour enseigner de la danse folklorique québécoise sur le web. Wow! C'est quoi ça? Et là, j'étais certain que c'était une blague, une mauvaise blague même qu'on me faisait. Fait que j'ai invité le type à me rappeler quelques jours plus tard. Et le type m'a rappelé et il m'a dit j'ai fait faire des estimés. Je sais que ça coûte environ 40 000 $ une plateforme comme ça. Là, moi, je me suis dit, hey, c'est incroyable. Oui. Il dit, fais-moi un estimé, puis j'aimerais ça voir, parce que j'ai vraiment adoré ta plateforme, c'est exactement ça que je veux. Donc, je lui ai fait un estimé et 2 jours plus tard, j'avais 25 000 $ dans mon compte en banque. Oh, putain, et là, j'ai fait comme, attends une minute, là, on qu'est-ce qui vient de se passer, là? Et dans les faits, ben c'est ça. Là, c'est ce moment précis-là qui m'a fait réaliser toute la puissance du format d'une émission telle que l'émission que tu animes. À quel point on va chercher de la proximité, parce que ce type-là m'a dit, j'ai découvert le fait que tu as d'abord eu un sommet, ensuite bâti toi-même ta plateforme sur ton podcast. Donc, c'est un type qui est arrivé directement à partir du podcast. Et là, je me suis dit, OK, ben là, il faut vraiment que je réussisse à rendre tout ça disponible le plus facilement possible pour les francophones. Puis je sais que c'est une problématique pour les gens qui parfois ont à communiquer ou en tout cas ont de la difficulté à comprendre l'anglais. Et moi, ben, je m'étais formé en anglais. J'avais embauché des mentors, des coachs en anglais, plusieurs même. Et puis, je me suis dit, OK, ben il y a une carte à jouer là pour vraiment... pour vraiment lancer quelque chose en français. Puis l'Académie du podcast a été lancée à la fin de D'accord, donc c'est comme ça, c'est ça la vraie histoire. Exact. Pour les livres de l'Académie du podcast. Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, le podcast, je dirais dans le milieu francophone, il est quand même, il est peu développé et ça commence timidement. Ouais. Alors que côté US, c'est énorme, toute la En partie. fait, on sortait d'une vague. On sortait d'une vague qui était plus tranquille, même du côté des Américains, même du côté anglophone en général. Il y avait eu un gros boom là au début des années 2010. 2010, 12, 13, là, jusqu'à peu près dans ces coins-là. 2014, ça avait commencé à s'estomper. Là. Il y avait eu vraiment comme un ralentissement. Puis on regarde les statistiques, si on regarde les statistiques de tout ce qui s'est passé dans le monde du podcast, on voit un petit plateau là dans le coin des années 2014, 2013, 2014, 2015. Puis après ça, il y a eu vraiment un boom là à partir de l'année 2017, ça s'est relancé. Puis en francophonie, ben comme on est toujours un petit peu en retard sur les Anglais. Décalage, Ouais, donc on a vu vraiment ce boom-là arriver un peu plus vers l'année 2019-2020 et puis évidemment avec la pandémie, ben là il y a eu un gros boost là, de ce côté-là. Ouais. Moi je me rappellerai toujours, tu vois, c'était 2012-2013, tu vois. Je me suis acheté mon premier iPhone à l'époque, un iPhone 3GS, et puis un coup dans une mise à jour, alors je sais plus quelle était l'iOS à l'époque, il y a une application podcast qui apparaît dans le truc. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi cette appli? J'ouvre. Ouais, ok, on peut écouter des émissions, tout ça, mais sauf que à cette époque-là, ouais, des trucs en français, il y avait rien, mais rien du tout, quoi. Effectivement. C'était impressionnant, quoi. Et donc voilà, ça commençait à arriver. Et puis tu te dis, bon, de toute façon, si Apple a sorti ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et en l'occurrence, ouais, ça correspond à ce que tu dis avec la vague de départ côté US avant qu'elle commence à partir dans le reste. C'était top, ouais. Ouais. Et du coup, tu passes, je dirais, dans toutes ces différentes étapes et tous ces différents business, tu passes finalement à ce moment-là du business physique, du business réel au business en ligne. Oui. Pour toi, qui du coup était surtout habitué à des business plus traditionnels, c'est quoi tes défis majeurs du coup à ce moment-là par rapport à cette arrivée dans le domaine du net? Ben, d'abord, c'est de comprendre un peu le processus parce que c'est sûr que quand on est habitué, la business qu'on a au niveau familial, ben, c'est une business, comme on appelle brick and mortar, là, pour les gens qui comprennent pas le plus traditionnel, on va dire, mettons, pour les gens qui ont plus de difficultés avec l'anglais, mais c'est vraiment une business, tu sais, avec des objets physiques qu'on vend, puis c'est ça, c'est très souvent revente, peut-être marquage, des choses comme ça. Exactement, puis c'est une business aussi qui demande beaucoup de parler physiquement, rencontrer physiquement ou parler au téléphone avec les clients. Pas beaucoup de transactions en ligne à ce moment-là. Même aujourd'hui, c'est encore peu répandu les plateformes sur lesquelles on peut convertir ou convertir une vente de A à Z directement à partir du web dans notre domaine au niveau des articles et vêtements promo. Donc, c'était vraiment aux antipodes de ce que je voulais faire avec l'Académie du podcast. Ce que j'ai fait à ce moment-là, dans le fond, c'est qu'au début des années 2010, j'ai commencé à étudier, puis pour ne pas dire devenir un course junkie de tout ce qui pouvait se passer en termes d'entrepreneuriat web un peu partout. Donc là, le cycle classique de n'importe quel entrepreneur, c'est voilà, tu prends tout ce qui passe, toutes les formations, tous les accompagnements et tu vas à fond, quoi. Ouais. Exactement. Et puis, puis essentiellement, c'était beaucoup en anglais, encore une fois. Et le vrai déclic s'est fait. En fait, le vrai passage vers le succès s'est fait avec mon entrée à l'Académie Zéro Limite en 2018. Chez Martin. Ça a été à ce moment-là vraiment qu'il y a eu un coup de barre qui s'est donné au niveau de je dirais la structure, le focus autour de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise sur le web. Il y avait déjà énormément qui avait été acquis en termes de connaissances et tout ça, mais dans l'application et dans le millimétrage de toutes ces stratégies-là, c'est vraiment l'Académie Zéro Limite qui m'a donné. Parce que l'Académie Zéro Limite, elle te donne vraiment ce que fait Martin, c'est ce que peut faire aussi de l'autre côté de l'Atlantique Romain Collignon, c'est de donner aussi des structures business, des façons de faire, d'organiser tout, d'organiser les différentes briques pour que ça réussisse. Alors que c'est vrai que quand tu prends des formations en ligne par-ci par-là, tu prends des briques, mais t'as pas le mode d'emploi pour faire le mur. Il faut que tu le découvres toi-même. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ça a été surtout ça. Ça a été d'assembler toutes les connaissances que j'avais acquises avec une foule de formations
américaines, canadiennes, anglaises. Il y en avait de toutes les sortes, là. Et puis finalement, c'était d'assembler tout ça, puis parce que en bout de ligne, ces choses-là, c'était pas perdu. C'était juste que Ouais. c'était pas bien distribué, pas bien aligné dans la stratégie que je voulais faire. Puis une fois que la stratégie était plus claire, là, à ce moment-là, ben les trucs que j'avais acquis dans le passé, ça venait juste bonifier tout ça, là. Ouais, puis c'est là où les réacteurs de la fusée commencent à s'enclencher, en fait. Exactement, c'est en plein ça. Puis c'est ce qui a fait que les retours qu'on reçoit souvent des gens qui sont dans notre écosystème à l'Académie du podcast, c'est que c'est une formation qui est très, 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 très complète parce qu'on touche à peu près tout ce qui peut toucher de près ou de loin à, oui, la technique pour comment faire un podcast, mais aussi tout ce qui touche à la communication, tout ce qui touche à comment vendre directement à travers notre podcast, comment bien structurer nos discours. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont pas vues généralement, même sur les formations que moi j'ai suivies aux États-Unis, c'était pas des trucs qui étaient abordés. Donc, on a vraiment une formation qui est plus complète, issue de toutes ces choses-là que j'ai ramassées. Ouais. Ben oui, et là, je peux témoigner pour avoir été dans les rangs du Club Momentum et pour avoir acheté 2 formations chez toi, dont Podcaster Pro. Il est clair que c'est pas juste la formation qui te dit comment tu crées un fichier MP3 et comment tu le mets en ligne. Non, il y a vraiment, comme tu le dis, comme ce que tu as dit sur l'Académie Zero Limit, tout l'écosystème autour, comment tu prépares ton lancement, comment tu le fais vraiment, pourquoi tu fais pas juste un épisode pour galérer, mais comment t'en prépares 3, comment t'avances, comment tu te crées ton réseau, et puis après, je dirais après toutes ces parties Club Momentum, Elite, qui viennent pousser encore plus loin celui qui sent qu'il commence à partir grâce au podcast et ton écosystème. Enfin, moi, je le trouve formidable parce que il aide vraiment les podcasteurs à utiliser ce vecteur pour réussir dans leur business, quoi. Ah, exactement. Puis ça, c'est issu directement de tout ce qui avait été appris avant ou pendant ou après, même, parce que je continue de me former à chaque année, mais exactement, bref, c'est tout ce qui... Ça, je dirais, c'est le propre de l'entrepreneur que de rester en perpétuelle évolution, parce que il faut suivre le marché, mais aussi, je dirais, notre truc d'entrepreneur, c'est qu'on a des idées tout le temps aussi. On veut toujours être aussi à la page, donc forcément, on aime ça d'aller découvrir plein de choses pour avancer, pour notre business, mais aussi pour nous, quoi. Je crois qu'à un moment donné, il y a une espèce d'appétence intellectuelle pour aller plus loin qui nous suit tout le temps, en fait. Tout à fait. Surtout dès qu'on a le momentum là-dessus. Donc du coup, dans ce podcast Booster d'efficacité, alors on parle de 3 piliers pour avancer en business. Donc moi, je parle de mes 3 piliers pour aller vers un business efficace, donc qui sont augmenter sa productivité, améliorer ses process ou les mettre en place, et recruter son premier assistant. Et c'est ce que je voudrais qu'on aille creuser un petit peu sur toi, ton organisation, et peut-être avoir quelques éléments de sauce secrète de Marco pour nos auditeurs. Donc si on reprend le premier pilier, donc la productivité, alors catégorie reine chez moi, mais dont tu parles aussi de temps en temps dans tes épisodes de podcast, quand tu es dans l'académie. Comment tu as réussi à gérer donc tes business, tes side business, tes 3 business en même temps? C'est quoi la recette de Marco Bernard là-dessus? La recette réside dans la planification. Spécialement moi, je fais une première planification, disons, à la fin de l'année pour l'année qui suit. Donc, je fais une première planification là qui me donne vraiment un portrait global de à quoi va ressembler mon année. Après, je vais décliner tout ça en trimestres. Donc, j'ai un livre. Là, malheureusement, mon agenda est à mon autre bureau, fait que je peux pas montrer l'agenda, mais c'est vraiment littéralement, c'est plus qu'un agenda, mais c'est vraiment littéralement un planificateur que j'utilise et qui va me donner la possibilité de me fixer 12 objectifs sur une base annuelle, mais qui va par la suite me permettre de les décliner par trimestre et mois par mois. Yes. Et ultimement, semaine par semaine et jour par jour au final. Donc, vraiment d'y aller dans le granulaire pour la suite. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet de me fixer des objectifs qui sont mesurables. Oui. Donc, que je suis en mesure d'atteindre, de mesurer si j'ai atteint l'objectif ou pas. Et ensuite de ça, l'autre chose que je trouve vraiment intéressant dans le planificateur que j'utilise,
c'est que à la fin de chaque objectif, à l'atteinte de l'objectif, il y a un cadeau. Ouais, ça c'est pas mal. Et ça, c'est le fun. Ouais. Parce que là, moi, j'inscris toujours des trucs que je sais que je veux, mais absolument avoir dans ma vie. Et ça, c'est la petite motivation supplémentaire qui, parfois, va faire en sorte que tu vas te dire, cette semaine, il faudrait que... Ouais, mais si tu veux réaliser ça comme c'est écrit puis comme c'est supposé d'être, ben il va falloir que tu te focuses vraiment précisément sur cet objectif-là et ça aide à focuser vraiment. Alors du coup, cette récompense, elle est à la maille de quoi? Pas de chaque objectif à la semaine. Non, chaque objectif global, les 12 objectifs annuels. D'accord, les 12 annuels. Ok, super. Ouais, donc tu par sais exemple, que tu vas te faire la montre que cadeaux. tu vois ici, cette montre-là, c'est le dernier cadeau que je me suis offert la semaine dernière suite à l'atteinte d'un objectif. Okay. Un nouveau programme qui va être lancé prochainement. Il me restait à finaliser le montage de tout ça. Ça a été fait. La montre a été achetée le week-end dernier. Donc, ouais, c'est ça. J'allais dire, du coup, un peu de teasing sur ce nouveau programme ou pas? Ou c'est encore secret? Ah, ben oui, avec plaisir. C'est un programme qui va aider les gens à d'abord mettre en place leur idée géniale. Donc, ça s'appelle comme ça, Mon idée géniale. Ouais. Donc, ça va être vraiment c'est un programme qui va être gratuit, qui va être lancé dans les prochains jours. Même qu'au moment où les gens écoutent l'épisode en question, peut-être que le moment que le truc est déjà en ligne. Donc, c'est simplement pour vraiment structurer, focusser, amener plus de clarté autour des idées. Si on a une idée, si on n'a pas d'idée, découvrir comment on peut quel genre d'idées on peut mettre en place, basé sur nos passions, sur nos compétences, sur notre expertise et tout ça. Et ultimement, ben pour les gens qui vont être intéressés par le fait de monétiser cette idée-là qu'ils vont trouver dans le programme qui va être gratuit, il y aura un programme aussi qui va être lancé sur le lancement de ces idées-là. Donc ça va être une formation en ligne qui va suivre en fait cette formation-là, qui va être lancée à l'automne prochain. Ah, super. Donc du coup on est plutôt sur l'approche création business, développement. Ouais, création business, mais tu sais, ça pourrait être plus large que ça encore, dans le sens où ça pourrait être un projet de lancer une chaîne YouTube, ça pourrait être lancer un podcast, ça pourrait être un projet de formation, donc plus granulaire encore qu'une business en tant que telle. Donc vraiment, c'est pour n'importe quel projet, n'importe quelle idée qu'on pourrait avoir, c'est vraiment comme une structure de réflexion autour de c'est quoi les différents items, les différents détails auxquels je dois vraiment porter une attention particulière quand je veux lancer quelque chose. Ouais, alors un petit peu ce que tu amènes, je dirais sur la partie podcast, soit dans ta partie challenge, quand tu fais le challenge avec le premier et le deuxième jour où tu aides les gens à aller creuser quelle idée de podcast ils veulent faire. Donc là, c'est appliqué à la maille de n'importe quel projet qu'ils voudraient lancer, quoi. Ouais, à la base, c'est ça, mais c'est structuré. En fait, c'est ça, mais la première partie, c'est ça, puis après, on va beaucoup plus loin dans tester vraiment la possibilité, les pour et les contre de chaque idée. Ensuite de ça, vraiment tester les possibilités de revenus autour de ça aussi. Étudier globalement le marché dans cette thématique-là. Donc, mais à la base, oui, effectivement, ça part un peu du même principe. Ouais. D'accord. Alors du coup, ça c'était donc l'aspect planification. Ouais. Alors après, avec ton côté serial entrepreneur qui du coup a des journées bien chargées, je dirais, est-ce que Marco il procrastine des fois? Ou est-ce qu'il est vraiment de pas procrastiner jamais? les jours où je procrastine, je me suis rendu compte de ça parce que le fameux planificateur dont je te parle, ça doit faire presque 3 ans maintenant que je l'utilise. Et je me suis rendu compte que les jours où je procrastine, il y a deux possibilités. C'est soit que je manque d'énergie, donc je dois m'occuper de mon corps. Ouais. C'est soit que je planifie mal mes journées en mettant trop de trucs dans mon horaire. Ah, yes. Donc, c'est essentiellement, c'est un ou l'autre. Donc, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est me laisser un peu de place dans mes horaires. Je suis pas encore un pro là-dessus, mais je commence à être de mieux en mieux par rapport à ça. C'est de plus en plus rare, je dirais, que j'arrive à la fin d'une journée puis qu'il me reste des trucs à... Tu sais, qu'on arrive en fin d'après-midi parce que moi, ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis de terminer mes journées au plus tard à 17h.
Bien. Avant, Bien. ça arrivait à peu près jamais, ça. Donc, si je me rappelle de quelques épisodes de l'Académie Podcast, tu disais que tu gérais ton business de l'Académie Podcast à compter de 5 heures du matin. Ouais, ben ça, c'est toujours le cas parce que à 5 heures le matin, moi, ben là, maintenant, je m'occupe de mon corps à 5 heures le matin. Donc, c'est à cet endroit-là que je m'entraîne. Mais encore là, ça a basculé, tu sais, parce que au départ, c'était effectivement le cas. C'était 5 à 8, c'était l'Académie du podcast. 8 à 4, c'était le production extrême. Puis 4 à 8, 10 le soir, entrecoupé avec les enfants et le souper et tout ça, c'était un retour sur l'Académie du podcast qui me faisait des journées d'à peu près 7-8 heures dans chacune des deux entreprises. 5 jours pendant la semaine et souvent les week-ends aussi, il y avait quelques heures qui s'ajoutaient là-dessus. Et ça, ben, la planification, parce qu'on se rend compte souvent qu'on va être distrait par l'objet brillant, là, le shiny object. Là, on va être très distrait parce que, comme tu l'as dit un peu plus tôt, les entrepreneurs, ils ont tout le temps plein d'idées. Hein? On voit quelque chose, on voit quelque chose sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ça serait pas mal. Je devrais faire ça aussi. Ouais. Et voilà. Ça, donc là, on est exactement. Donc, on est toujours là-dedans. Et c'est normal, sauf qu'il faut apprendre à gérer ces choses-là. Et puis, donc, c'est ce que la planification m'a aidé à faire. Il arrive une bonne idée, il n'y a pas de problème. Maintenant, la bonne idée, elle se retrouve dans ce que j'appelle mon livre à bonne idée. Oui. Et puis, quand je la revisite dans quelques semaines, je trouve encore que c'est une bonne idée, là, elle est mise à l'horaire pour un trimestre futur. Enfin, c'est le concept très souvent, c'est une bonne idée au moment de l'écrire, puis dans 3 semaines, 1 mois, quand je la révisite, finalement, c'était pas, ça passe pas le cap. Donc, ça, c'est le concept de David Allen dans son livre Getting Things Done, où il dit qu'il faut avoir une liste one day maybe, un jour peut-être, dans lequel tous tes projets fous, tout ce qui te vient en tête, tu mets dedans, parce que au moins comme ça, tu le perds pas, parce qu'il y a ça aussi. Hein, se dire, exact. J'avais pensé à un super truc, mais c'était quoi déjà? Donc là, au moins, tu stockes tout, et puis un coup de temps en temps, tu relis cette liste, et tu dis, ah oui, tiens, c'est le bon moment pour lancer ce projet, ou non, c'est pas le bon moment, ou finalement, non, je le mets à la poubelle. Et moi, c'est clairement un concept qu'il faut encourager pour aller stocker tout ça. Sur la partie processus. Alors, je sais que tu as quelques processus, en particulier le processus de création d'épisodes avec ta sauce secrète, avec le batching ou autre. Est-ce que dans ton business ou tes business, t'as mis en place d'autres processus, en particulier avec ton équipe, qui te permettent du coup de gagner du temps, d'être plus productif et puis même d'être parfois plus serein et de diminuer la charge mentale là-dessus? Oui, tout à fait. Ça va peut-être même recoupler un peu aussi le sujet suivant dont tu voulais traiter, qui était le sujet de recrutement. Parce que, dans le fond, au moment où on a commencé à recruter dans l'académie, c'était à la fin de l'année 2019. Donc, j'avais une année complète de réaliser. Il y avait moi et il y avait une pigiste qui était là, qui venait intervenir de temps à autre pour certaines tâches. Et à la fin de l'année 2019, il y avait une de nos clientes dans l'académie que j'ai approchée et que je sais qu'elle faisait de la gestion de projet. Puis je me suis dit, si je veux être capable d'augmenter l'entreprise au point où je veux l'amener, ben ça va me prendre une directrice, quelqu'un qui va gérer le personnel, quelqu'un qui va gérer nos projets. Et ou un directeur, mais en l'occurrence, à ce moment-là, j'ai approché Marie-Ève, qui est devenue notre directrice au début de l'année 2020. Et puis, elle est pigiste, entre guillemets, prestataire, disons, parce que c'est pas une employée directement de la boîte, mais c'est quelqu'un qui nous fait entre 20 et 30 heures par semaine sur la planif, sur toute la gestion du personnel, la gestion des projets. Et ça a pris une année complète pour mettre en place notre processus d'abord. Faire en sorte qu'elle puisse prendre en main vraiment tous les dossiers et tout ça, connaître toute l'entreprise et puis graduellement commencer à bâtir l'équipe au fil de l'année. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de l'année 2021, début 2022, il y a eu un certain moment une décentralisation complète de tous les projets. C'est-à-dire que pendant la première année où Marie-Ève était là, c'était moi qui continuais d'opérer les projets et on les opérait ensemble. On travaillait ensemble sur les projets, puis elle trouvait à aller chercher de l'aide chez les différents membres de l'équipe à ce moment-là.
Et puis en 2022, début d'année 2022, on a décentralisé tous les projets. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nommé des responsables de projet pour chacun des projets. Donc, ni moi ni Marie-Ève, à ce moment-là, étions responsables de quoi que ce soit. Ouais. Et pas longtemps après, donc je dirais juste avant l'été de 2022, au départ, on avait des meetings à chaque semaine, donc on s'assurait que l'équipe avait vraiment ça permettait de s'assurer que tout le monde avançait sur ses projets, était pas bloqué. Et ça, ben à la mi-2022 environ, on a tout coupé ça. Les meetings ont tous été coupés pour moi. Donc moi, je ne participe plus à aucun meeting, sauf s'il y a un nouveau projet qui est mis de l'avant, je vais sauter sur le projet. Sinon, il y a un meeting qu'on appelle un meeting vision qui a lieu à chaque mois, une fois par mois. Et puis, chaque personne apporte sa vision concrète pour les différents projets qu'ils ont en portefeuille. Et moi, j'apporte la vision sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, à chaque mois, on réaligne tout ça. Eux, ils continuent d'avoir ce que eux appellent des quickies. Donc, toute l'équipe ont les points, des petits meetings de 10 minutes à chaque matin à 8h40 précise. 8h40 pour les petits meetings quickies. Et puis ça, ça permet de réaligner de façon plus granulaire là, les différentes tâches qu'elles sont. Donc ça, c'est quickie. Alors, c'est toute l'équipe ou c'est par exemple Marie-Ève avec c'est toute l'équipe sauf moi. Ouais, sauf toi, L'équipe sauf moi. OK. Ouais, donc là, on va dire, t'as pris complètement ta place de CEO là et l'équipe sait ce qu'elle a à faire et avance. Et comme tu le dis, tu viens en réunion de board, entre guillemets, amener dans ce que tu appelles dans les réunions de vision pour recaler tout et faire un point global. Bon, même si je sais que tu es comme moi ultra connecté et donc avec ton équipe, tu es en lien quand même tous les jours. Mais c'est vraiment ces moments-là où tu avances et où tu bosses sur le business. Et donc, du coup, le business avance presque tout seul dans la majorité des jours, en fait. Oui, exactement, dans la majorité des cas. Puis la seule chose que je participe également, c'est lorsqu'on fait des retours sur, nous on appelle des post-mortem, des retours sur, en fin de projet, par exemple, un projet précis. On dit, OK, on va faire un retour pour voir comment on peut le bonifier pour le prochain. Donc là, à ce moment-là, je vais participer. Ou à la demande d'un des membres de l'équipe, s'ils ont besoin de moi pour créer s'ils ont besoin d'un arbitrage de ta part. Exactement. Yes. Donc, on est vraiment rendu dans cette posture-là maintenant. Puis à ça, s'ajoutent nos réunions biannuelles, qui sont des week-ends qu'on fait avec toute l'équipe. Donc, on en a une justement très prochainement avec l'équipe, qu'on va aller dans un chalet, on va avoir du plaisir, on va faire de la cuisine ensemble et tout ça. Et puis, ce sera pas un meeting de business, ça va être un meeting vraiment, mais on sait qu'au final, il va quand même y avoir des discussions business. Mais il y aura des discussions business, mais c'est le team building, c'est la cohésion de groupe, c'est de faire en sorte que l'entreprise, elle ait son âme et qu'elle progresse. C'est primordial dans n'importe quelle boîte, en fait. Moi, souvent, je dis parce que donc j'accompagne des solopreneurs, des entrepreneurs, mais j'accompagne aussi des managers. Et je dis souvent, à ces trois catégories, une fois qu'on a une équipe, on a l'ambiance qu'on veut bien se créer et tous ces aspects cohésion, échange, connaître les gens différemment sans forcément les connaître personnellement, tout ce qui se passe dans leur vie, mais t'apprends des choses et ça permet après d'amener une entraide quand les gens se connaissent mieux, plutôt que d'avoir des gens qui, chacun est à son poste et puis moi je fais ça, entre guillemets je fais la compta et c'est tout, moi je fais les montages et c'est tout. Le jour où il y en a un qui est dans la merde, excuse-moi l'expression, mais au moins les autres vont l'aider quand ils se connaissent. Donc ça c'est top. Puis je te dirais, si je peux ajouter là-dessus, c'est que c'est encore plus important quand on est en télétravail. Ouais. Parce que quand on est en boîte, puis qu'à chaque jour, on croise il y a toujours la machine à café, l'heure de lunch, il y a toujours le avant, le après le travail, les petits moments où on n'est pas supposé discuter, mais qui se produisent quand même. Alors que quand on est en virtuel, on a notre petit quickie du matin, le petit 10 minutes. Après ça, on est parti pour la journée, puis on voit plus personne pour le reste de la journée. Donc, ces moments-là où nous, on a nos réunions biannuelles. Donc, il y en a une qui se passe carrément avec rien d'autre autour. La deuxième, on la joint avec notre bootcamp qu'on appelle, qui est une réunion avec nos clients au Québec. Et puis, à travers ça, on a 2 autres bootcamps aussi qu'on vit, un sur Paris puis un dans les Caraïbes, qui sont des moments où l'équipe voyage avec nous aussi. Donc, ça nous permet
oui, d'organiser et d'être en contact avec les clients, mais aussi d'organiser des trucs et d'être ouais. en contact avec l'équipe. Ouais. Oui, d'ailleurs, vivement le prochain bootcamp à Paris, que je puisse être présent cette année, parce que l'année dernière, avec ce satané Covid que j'ai chopé 3 jours avant, je n'ai pas pu participer, là. J'en pleure encore. Ben, c'est officiellement arrêté pour le mois de mai, donc à fin mai, ouais, exact. Bon, j'attends les dates officielles avec impatience. Dernière petite question, allez, 2 petites dernières questions sur la délégation avant qu'on passe au business et à l'ouverture. Est-ce que ça a été facile pour toi de déléguer ou est-ce qu'il y a des aspects où tu veux toujours avoir la poignée et c'est pas facile? Même si on voit qu'aujourd'hui, de par ton animation et maintenant avec du 1 fois par mois, etc., on sent que tu as confiance dans l'équipe et donc du coup tu as réussi à déléguer. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Cette délégation-là, ça arrive du monde du hockey. Ouais, ok. L'aspect équipe, team, ou du coup... parce que au sein d'une équipe de hockey, chaque entraîneur a sa spécialité. Ouais. Chaque entraîneur a son mot à dire sur une partie ou l'autre de la stratégie de l'équipe. Donc, forcément, on est obligé de faire confiance, de déléguer et si on veut avancer plus vite, on est obligé de faire ça comme ça. Ouais. Ce que je trouve important, c'est au niveau des valeurs, au niveau de la personnalité, au niveau de la couleur de l'entreprise. Ça, je trouve ça important que ça me passe dans les mains encore. Quoique, il y a de plus en plus de trucs qui sont créés. Notamment, on a fait une refonte de notre site web. On a fait certains trucs aussi au niveau branding et tout ça, qui sont en train graduellement de me glisser des mains et avec intention, là, pas me glisser des mains et il faut que je reprenne tout ça, mais plutôt vraiment que je veux que ces gens-là prennent plus à ce niveau-là. Et parce que maintenant, parce que l'équipe qui est en place présentement, ce sont tous des gens qui sont là depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, les gens sont au courant, savent comment ça fonctionne, savent la culture, les valeurs et tout ça. Donc, sont de plus en plus autonomes pour gérer à peu près tous les projets qu'on pourrait mettre en place. Et alors, qu'est-ce qui t'éclate aujourd'hui et que tu ne veux surtout pas lâcher à l'équipe? La création de contenu. Ouais. Ah ouais, ça, la création de contenu, et c'est tellement imparfait encore, mais à la fois tellement motivant et stimulant de regarder qu'est-ce qu'il y a à faire. Encore ce matin, je faisais une liste des différents contenus que j'avais à créer, les différents épisodes de podcast que je pensais créer dans les prochaines semaines, les trucs qu'il fallait que je crée aussi pour la chaîne YouTube qui va être relancée dans les prochaines semaines. Donc, tous ces trucs-là. Ouais. Et puis, je suis hyper motivé quand ça arrive, là. Ouais, vraiment. Ouais, toutes ces phases d'idéation pour la création de contenu, il y a cet aspect prolifique qui sort de toi et qui fait que, je comprends que tu veuilles pas le lâcher, ouais. Ouais, tout à fait. Si on repasse à l'aspect business avant de se lâcher, c'est quoi les 1 à 2 erreurs que tu as faites dans ton business ou dans tes business et que tu ne referais plus? C'est une excellente question. La première erreur, je dirais, c'est justement de manquer de planification. Ça a été une erreur que j'ai fait longtemps. Et c'est curieux parce que quand on a fait notre premier univers visuel, on a fait ça avec une de nos membres de l'académie que tu connais aussi, Marie-Ève Larente, qui est venue nous aider à refaire notre univers visuel après avoir fait un certain temps. Je pense que c'était à l'été de 2020, donc ça veut dire qu'on avait déjà eu plus qu'une année de fait avec notre première mouture graphique, disons. Ouais. Et puis, quand on travaille avec Marie-Ève, elle nous fait remplir une espèce de cahier d'à peu près 70-80 pages sur les valeurs, comment on fait nos trucs, comment on vit à l'intérieur de l'entreprise et tout ça. Donc, c'est vraiment très exhaustif comme processus. Et puis, Marie-Ève m'avait fait prendre conscience à quel point on était structuré. Alors que moi, je trouvais qu'on ne l'était pas assez. D'accord, ouais. Mais je pense qu'on était déjà en processus à ce moment-là de vraiment une mise en place, de vraiment une belle structure avec un peu plus de planif et moins d'improvisation sur les moins projets. Moins de freestyle.
Ouais, Ouais. ouais. Et ça, si c'était arrivé plus tôt dans ma carrière d'entrepreneur, pas seulement dans l'Académie du podcast, parce que Mais dans toute, dans l'Académie, c'est arrivé relativement tôt, là. C'est au moins cette conscience-là d'avoir le besoin de le faire. Mais le côté dans les autres entreprises, clairement, si j'avais fait ça, ça aurait été tellement plus facile Plus facile, et avec plus de résultats, clairement. Là, ouais. OK. Donc, un travail important sur cet aspect branding et valeurs et compagnie. Alors, du coup, mais plus loin que ça, plus que, ouais. tu sais, branding, oui, mais encore plus loin que ça, tu sais, vraiment comme planifier les différents projets et pas se laisser distraire par des choses parce que j'ai tellement perdu de temps en me laissant distraire par donc certains projets. Ouais, ce que tu disais juste avant, la partie planif et donc, du coup, la structuration du business, caler les gros cailloux du business. Ouais. Exactement. Okay. Ouais. Pour éviter les fausses bonnes idées. Oui. Et face à ça, alors presque la même question. Attention. Une ou deux erreurs que tu as faites, mais que tu referais encore. Lancer mon podcast malgré qu'il n'était pas parfait. Ouais. Me lancer, tu sais, tu as mentionné en début d'entrevue, j'ai retrouvé quelques vidéos sur YouTube qui dataient de plusieurs années et qui étaient d'une qualité atroce. Sur le plan de la communication, c'était génial. Ouais, mais sur le plan de sur le plan technique, c'était bien, mais sur le plan de la communication, sur le plan du message, c'était d'un ennui incroyable. Je me rappelle, entre autres, le premier épisode de mon premier podcast que j'avais fait à l'audio, mais aussi avec un footage vidéo, une prise d'image aussi. Et puis, je verbalisais, ce sera de la dynamite. Je me souviens pas de la formulation exacte, là, mais genre 30 minutes, 45 minutes de dynamite, mais la façon de le dire, c'était d'une monotonie incroyable. Tu m'annonces de la dynamite, puis tu me le dis de cette façon-là. Donc, mais si c'était à refaire, j'attendrais quand même pas d'être parfait et d'avoir le bon ton, la bonne intention, les bonnes structures de phrases, etc. J'attendrais pas ça parce que ça, c'est venu avec le temps. Mais c'est le conseil qu'on peut donner. C'est pas encore parfait aujourd'hui, puis ça le sera jamais. Mais en fait, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à tous les entrepreneurs, hein. Ceux qui hésitent à créer leur blog, ceux qui hésitent à créer un podcast, ceux qui hésitent à mettre leur première vidéo sur YouTube, mais s'ils attendent que leur business soit parfait avant de le lancer, en fait, ils vont surtout dépenser du fric et jamais en gagner et jamais se lancer, en fait. Tu sais, Fabien, moi, ce que je dis souvent, c'est il y a 3 types de personnes qui sont là. Que ce soit dans le monde du podcast, en entrepreneuriat, il y a 3 types de personnes. Il y a des gens qui vont venir chercher un paquet d'informations. Donc, ils vont être 95% du temps dans je suis en train de venir chercher de l'information, puis 5% dans je vais mettre en action l'information que j'ai acquis. À l'opposé du spectre, il y a les gens qui vont jamais chercher l'information, mais sont juste constamment dans l'action. Ouais, c'est vrai. Ils font un peu n'importe quoi. Donc, 95% sont dans l'action, mais il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui se passe. Alors que ceux qui ont du succès sont n'importe où, à peu près autour du 50-50. Ils continuent d'aller chercher de l'information, continuent de s'éduquer, continuent de se perfectionner et de millimétrer chaque détail, mais à la fois sont dans l'action. Donc, c'est du 50-50 ou 40-60 selon les moments, là, c'est là où dans les accompagnements que tu peux faire, je dirais avec Club Momentum, ou moi ce que je fais dans la méthode Booster, c'est ça en fait. Exact. C'est d'amener, ok, il y a une partie formation et puis tu pioches ce que tu as besoin, mais il y a de l'aspect groupe, communauté, coaching individuel ou coaching de groupe selon ce que l'on peut faire, qui eux vont te mettre dans l'action. Et c'est ça qui fait réussir en fait. C'est là où, je dirais, moi je trouve aujourd'hui en 2023, des gens qui n'achètent que des formations en ligne ont du mal à passer à l'action parce que entre guillemets, il y a personne pour leur mettre le coup de pied au cul pour avancer. Et pour ceux qui peuvent avoir du mal et se coincer un peu parce que syndrome de l'imposteur ou je ne sais quelle croyance limitante à dire bah non, il faut que j'apprenne tout avant de démarrer.
Je veux dire, je pense qu'il y aurait aucun monument de montée dans le monde si tout le monde avait attendu de savoir comment Ah non, monter. clairement. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le conseil aux entrepreneurs qui peuvent tous nous écouter. C'est voilà, lancez-vous quoi. Il y a pas à attendre que ce soit parfait. Non. Aujourd'hui, sera toujours moins bon que demain en fait. Et le but c'est Exact. Mais il faut que ce soit ça. Puis pour être capable voilà, de faire ça, ben, il faut aller chercher l'accompagnement qu'il faut, comme tu viens de le dire. Parce exactement. que sinon, ben, ton demain, il va être peut-être pas pire, mais peut-être pas mieux non plus. Mm. Puis s'il est aussi mauvais que la veille, ben, on n'avance pas, là. Puis au contraire, Ouais, on ouais. recule parce que les autres à côté, ils avancent, eux. Yes, Donc, ça. mm. Exactement. Marco, c'est quoi du coup la suite de ton business hein, si on parle un peu plus d'ouverture avant de conclure cet épisode, c'est quoi la suite de ton business, en particulier l'Académie du podcast, ou même Vision, si tu souhaites en parler, c'est quoi les gros cailloux 2023 hein, on est début février au moment où on enregistre et l'épisode il sortira au moment où vous allez écouter ça, on sera aux alentours du 20 et quelques février. C'est quoi les gros cailloux 2023 pour Marco et toute sa team? Pour l'Académie du podcast, il y a quelques gros projets qui s'en viennent. Il y a un lancement de magazine, entre autres, qui s'en vient, qu'on va faire à l'automne. Il y a quelques nouveautés aussi qu'on a mis en place au tout début de l'année et qui sont en déploiement présentement avec notre grosse communauté dont on a parlé plusieurs fois, le Club Momentum. On a invité des nouveaux coachs, il y a des gens qui viennent nous donner des formations, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on déploie avec grande fierté. Et il va y avoir aussi quelques autres nouveautés dont je vais garder le secret parce que c'est pas encore annoncé, mais il y a quelques autres trucs qui s'en viennent en cours d'année, spécialement des choses qui viennent bonifier l'expérience client dans l'Académie du podcast. Okay. Donc ça, c'est pour l'Académie. Pour Vision, la nouvelle entreprise dans laquelle je suis impliqué, parce que je me suis associé à quelqu'un qui est un influenceur qui avait déjà démarré cette entreprise-là par lui-même. Ben, c'est de structurer tout ça parce que effectivement, dans son cas, à lui, c'était très freestyle. Donc, amener un peu de structure, commencer à faire de la pub, alors que lui, il marchait vraiment juste avec le côté organique des choses. Donc, on va commencer à déployer ça. Donc, ça, c'est tout chaud. Là. Ça s'est signé au début de janvier. Dans mon entreprise personnelle aussi, il y a plein de trucs qui s'en viennent, notamment au niveau de production extrême, on a démarré un nouveau service de distribution pour les entreprises qui veulent avoir leur propre collection, par exemple, de produits ou de différents trucs qu'ils voudraient vendre au détail. Et puis nous, on s'occupe de faire la distribution de ça. Puis dans mon entreprise personnelle, Marco Bernard, là, il y a le nouveau programme qui va être lancé bientôt. Mon idée géniale et la formation qui va être lancée aussi à l'automne. Donc, ça nous fait une année 2023 qui va être bien remplie. Ouais. Mais de toute façon, là, tous les gros cailloux sont mis. Ouais. Tous les objectifs sont calés. J'ai oublié le lancement d'un livre aussi au printemps pour l'Académie du podcast. Yes. Donc, je note pour le livre. Oui, tout est calé, tout est bien positionné. Alors du coup, on va pas dévoiler du coup les 12 cadeaux, puisque tu as dit tout à l'heure, à chaque objectif, il y avait un cadeau. Alors le livre, quand il sort, c'est quoi le cadeau que tu t'offres, Marco? C'est une excellente question parce que j'ai noté un paquet de trucs. C'est quoi le cadeau que je m'offre? Je pense que c'est... je veux pas te dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y a un de ces cadeaux-là que c'est le fait de changer mon vélo de route. Parce que j'ai commencé à faire, je fais beaucoup de vélo, comme tu le sais, probablement. Oui, tout à fait. Et puis, je veux upgrader, comme on dit en bon français, mon vélo hybride que j'ai pour avoir un peu plus de performance sur le vélo. Donc ça, je sais lui est à un endroit. Je sais que la prise en main de ma santé puis le changement d'alimentation et de mon entraînement physique et tout ça va découler dans l'achat d'une nouvelle garde-robe. Parce qu'évidemment, lorsqu'on perd du poids, il y a certaines choses qui font plus. Donc, je sais qu'il y a ça. Je sais qu'il y a des voyages aussi. Le lancement de la chaîne YouTube va découler dans un voyage dans lequel on va aller tourner des vidéos sur le bord d'une plage à quelque part. Bref, mais tu sais, il y a tellement de trucs qu'à un moment donné, on les note. Je sais qu'il y a une balayeuse pour ma piscine aussi. Une balayeuse
une balayeuse pour nettoyer la piscine, pour nettoyer mais sans brancher qu'elle soit autonome. À batterie. Ouais, c'est ça. Donc, bref. Voilà, t'en as 4 là, 4 c'est bien, 5 avec celle-là. Donc, ça peut donner des idées aussi aux gens de se dire voilà, il y a des trucs pour se faire plaisir, des trucs pour simplifier la vie et c'est vrai que ça fait avancer et ça challenge et ça donne envie d'avancer vers ses objectifs. Marco, on arrive à la fin. Où est-ce qu'on peut te suivre? C'est où le meilleur endroit pour suivre Marco Bernard? Parce que moi, je suis abonné partout à Marco Bernard. Mais pour celui qui arrive aujourd'hui, c'est où le meilleur endroit? Bon, le meilleur endroit, là, facile, ce serait Instagram. M. Marco Bernard sur Instagram. Sinon, Facebook, il y a notre groupe Facebook aussi de l'Académie du podcast qui est très intéressant. Donc, ça, c'est academypodcast.com/groupe. Ça donne toutes les infos qu'on a. On a déjà 5000 personnes qui est là-dessus, ce groupe-là. Donc, c'est super bon groupe. Super bon groupe, bien dynamique, c'est clair. Eh ben, écoute, super Marco, moi j'étais une nouvelle fois super heureux et super fier d'avoir pu t'interviewer aujourd'hui. Ça faisait déjà quelques temps qu'on cherchait un créneau dans l'horaire pour se caler ensemble. Plein de pépites aujourd'hui. Merci à toi Marco pour ton parcours inspirant et ce que tu as pu amener aujourd'hui à nos auditeurs. Moi j'ai noté plein de trucs pour mettre dans les notes de l'épisode, en particulier alors la planification annuelle, je ne peux que dire oui, mais après il y a le fait de se récompenser, c'est pareil. Dans l'atteinte des objectifs et c'est top. Merci à toi. J'ai passé un super moment. Merci à toi. Je suis honoré d'avoir pu venir comme invité sur ton podcast. Puis comme on voit, les structures sont bien en place. Tout fonctionne super bien. Donc, merci énormément. Yes. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une super journée, une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.